Bonjour, donc on va vous parler de l'attractivité du métier de soignant en réanimation. Tout d'abord, en petite introduction, je dirais que travailler à l'hôpital au service de personnes malades est souvent la principale motivation des professionnels qui postulent dans nos établissements. Mais au-delà des conditions mêmes de leur activité, ils veulent percevoir les perspectives telles que la formation, la diversité des postes ou la possibilité de parcours professionnel. Mais l'évolution perpétuelle de nos organisations et les exigences en qualité des soins et la mobilité non souhaitée aussi par la gestion de l'absentéisme, eh bien, ça a vraiment mis à mal la vision idéalisée du métier de soignant qu'il pouvait avoir. De même, la période pandémique qu'on vient de traverser, ça a pour certains renforcé le questionnement légitime sur le fait de rester dans le métier. Et en tant que cadre, eh bien, la période actuelle renforce vraiment notre besoin d'innovation managériale qui contribue à la nécessaire attractivité et surtout la fidélisation des soignants. Il faut pouvoir donner l'envie aux équipes de travailler ensemble et surtout éveiller le plaisir de réussir tous ensemble. Selon une enquête de 2019 publiée par la Fédération hospitalière de France, eh bien 97% des établissements de santé rencontrent des difficultés de recrutement. Donc on se rend bien compte qu'il est urgent d'agir. Donc tout d'abord, on va vous présenter ce qu'on met en place pour donner envie d'intégrer la spécialité, favoriser la compétence, accompagner les soignants dans leurs projets professionnels, et puis ensuite, une petite conclusion et j'espère un temps d'échange. Donc tout d'abord, pour donner l'envie d'avoir envie de venir travailler en réa, eh bien, on accorde une place importante aux étudiants. Pour nous, il est essentiel de bien les accueillir parce que c'est des futurs professionnels et pour être attractifs, il nous faut donner l'envie de revenir une fois qu'ils sont diplômés. Pour cela, en réa, on propose un encadrement de proximité avec un accueil, un suivi de progression qui est vraiment individualisé. 2 ou 3 tuteurs sont nommés et puis leur rôle consiste vraiment à les accompagner dans leur parcours. Je pense que ça leur apporte vraiment un sentiment de sécurité qui est propice à leur évolution. Par exemple, en Réa Besançon, il y a un réel partenariat qui est instauré entre l'Institut de formation et puis le service, avec une collaboration accrue du tuteur, une mise en place d'un livret de stage. Ça leur permet vraiment d'appréhender le service et puis de comprendre toute l'organisation. Une autre étape importante, c'est l'accueil des nouveaux arrivants dans le service, avec un accueil qui est personnalisé, qui se veut rassurant, et puis tout un parcours avec un temps de doublage aussi qui est important pour nous, qui correspond à du temps d'intégration. C'est un temps qu'on essaye d'adapter en fonction des besoins, mais qui varie pour le moment entre 3 et 4 semaines. On a beaucoup de mal à faire plus. Et pour les aides-soignants, entre 1 à 2 semaines. Idéalement, on met un temps de doublage de nuit, vraiment pour bien comprendre le fonctionnement du service et puis toute l'organisation. Ensuite, j'avais pas appuyé, pardon. À l'issue de cette période courte de doublage, on propose un temps de compagnonnage sur 3 mois environ, avec en secteur de soins un binôme avec un professionnel qui est plus expérimenté. C'est vraiment un temps qui est propice à la découverte, à l'apprentissage, au développement de compétences. Et pour nous, ça renforce ce sentiment de sécurité qui favorise leur apprentissage et leur évolution. Des points d'étape sont réalisés à environ 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois, vraiment pour évaluer leur progression et leurs besoins. Et puis on sait que ce n'est pas idéal, qu'il faudrait beaucoup plus, notamment les 8 semaines de compagnonnage, parce qu'on sait qu'il faut 1 an pour former un infirmier de réa. Mais on essaye vraiment d'y tendre à ce temps d'1 an. Donc ensuite, une fois que les personnes sont arrivées, aides-soignants, infirmiers dans l'équipe, on va essayer d'allumer le feu, d'entretenir la flamme de la compétence et de la réanimation, puisque je pense qu'il y a pas mal de paramédicaux dans le public aujourd'hui, et on va essayer, avec ces paramédicaux, notre équipe qu'on a, d'avoir une dynamique qui va plutôt être une dynamique de compétences.
Au quotidien, on va vraiment essayer de se dire, certes, on a des aides-soignants, on a des infirmiers, avec différents niveaux de compétences, différents niveaux de formation en interne, et on va essayer, je pense que vous le vivez dans votre service actuellement, de répartir au maximum les compétences. On va faire ça sous forme de sectorisation, suivant les différentes MIR qui existent. On a des unités des fois de 8 lits, 10 lits, ou des fois un peu éclatées, comme dans la mienne, de 5 lits répartis sur des unités. Et donc on va essayer de répartir en collaboration avec les médecins pour mettre des malades qui vont avoir par exemple des CEC ou des échanges plasmatiques, donc des thérapies un peu complexes, sur différents lits, essayer de ne pas les concentrer tous au même endroit. Heureusement, les médecins nous aident beaucoup là-dessus. Et on va pouvoir répartir, faire que l'équipe prenne l'habitude de s'auto-répartir sur les lits. Concrètement, dans mon service, par exemple, on a une centrale sur laquelle les gens doivent se retrouver à chaque prise de poste, avec juste à côté le planning de tout le monde. C'est important, à la fois des infirmiers et des aides-soignants, qui vont permettre de savoir comment on pourra se répartir, comment l'équipe pourra elle-même se répartir. On va aussi réaliser des formations à la haute technicité. On sait que les services de réanimation sont marqués particulièrement par un très très haut niveau de technicité. On est, à mon avis, parmi les plus hauts. On a des gens qui viennent chercher des compétences chez les paramédicaux. À nous de les former aux gilets refroidissants, aux différentes thérapies de dialyse, d'échanges plasmatiques, thérapie sur les CEC, enfin les ECMO, et puis tout ce qu'on voit là au salon à côté au niveau du nouveau dispositif. Tout ça, ça va permettre de mieux maîtriser les dispositifs, mieux maîtriser les soins. En plus de la formation à la haute technicité, les personnels ils vont être formés à des formations réflexives. Savoir ce qu'il faut faire, c'est bien. Pouvoir penser et puis survivre dans un milieu de réanimation au long cours, c'est quand même mieux. Donc les formations qui vont être sur la loi Leonetti, sur la fin de vie, sur la prise en charge des patients type Maastricht 3, vont être vraiment essentielles pour que les gens puissent continuer à aborder les patients avec un maximum de compétences. Point important, je pense que ça vous devez le retrouver dans votre réanimation. On essaie vraiment de mettre le paquet pour que ce soit non pas le cadre qui forme, que ce ne soit pas forcément quelqu'un qui vient expliquer sa machine, mais que ce soit bien les gens de l'équipe qui soient formés en dialyse, en choses comme ça, et que c'est eux qui vont vraiment aller former les propres collègues dans leur service. Ça sera peut-être quelque chose sur lequel on pourra revenir dans les questions après. Dans les services, on a des services qui sont en alternance jour-nuit au niveau des équipes. A priori, ce qu'on entendait tout à l'heure, c'est qu'il y avait des gens qui étaient plutôt fixes de nuit. En tout cas, suivant les différents services, par exemple pour la réanimation de Besançon, on a la même équipe qui fait les alternances jour-nuit sur l'année. Donc en fait, on propose aux équipes de co-construire des plannings avec des grandes périodes à 6 mois où ils peuvent s'auto-inscrire pour essayer justement de mieux vivre le fait de passer de jour ou de nuit. Tout ça, ça permet d'essayer en tout cas de conforter les acquis et puis surtout de vivre le mieux possible l'outil de travail. Et tout ça avec une clé de voûte qui est la collaboration médicale sur les enjeux d'équipe où on va tant que possible collaborer avec les médecins sur les réunions de service, sur les flash infos quand c'est important. Et je pense que sur la phase Covid, on a pu vraiment développer beaucoup de collaboration avec les médecins. Donc, je suis infirmier, je suis aide-soignant, ça y est, maintenant je me sens bien en réanimation. Comment on fait quand on est cadre pour essayer de les faire continuer sur la route de la réanimation, de les garder un peu dans l'équipe pour qu'ils continuent à avoir des compétences. Un des grands points majeurs, et on en parlera après, c'est l'EDU. C'est important au bout de quelques années de ne pas s'épuiser au niveau des connaissances et donc de pouvoir aller chercher, grâce à des DU, des diplômes universitaires, qu'on soit infirmier ou aide-soignant, des DU de cicatrisation, mais des DU d'ECMO, des DU force, recherche, tous ces DU qui vont permettre vraiment de développer des grandes compétences. Et on va aussi coupler tout ça avec des formations socles, on va dire un peu basiques, qui sont les formations ouvertes pour tout l'établissement en général, mais qui sont très importants en réanimation. Les aides-soignants, je pense à la formation ergonomie pour conserver son dos, l'accueil du public, enfin des petites choses comme ça qui sont finalement pas si techniques que ça, mais extrêmement importantes. On a des missions qu'on va confier aux référents. Là aussi, un gros rôle. Au bout de quelques années, on commence à être à l'aise en réanimation. On a pu bénéficier
de congrès, de formation, etc. Le but, c'est de pouvoir faire un retour à ses collègues. Ça va vraiment valoriser la personne qui va être référent, et puis il va mettre la patte à l'organisation du service. Organisation du service qui va être réfléchie par rapport au groupe de travail. Je pense que c'est vraiment un truc qui est spécifique au service de Réa. Les groupes de travail, j'imagine qu'il y en a dans vos services, en tout cas je vous le souhaite, et ça permet vraiment aux paramédicaux qui sont là depuis 4-5 ans d'apporter vraiment une plus-value sur leur personnalisation des soins. La réanimation, c'est un service où peut-être au bout de 5, 6, 7 ans, on a envie de changer. La transversalité des métiers, ouvrir les personnes qui ont un projet professionnel au-delà de la réanimation, c'est quelque chose qui peut être important. Ça va être un aide-soignant qui, dans mon service, est devenu logisticien du service. Un infirmier qui peut devenir infirmier d'appui, ou alors qui va travailler sur moitié poste partagé avec d'autres services qui vont lui permettre de continuer à développer des compétences. Sur le CHU de Besançon, sur ma réanimation en tout cas, en 5 ans, là, on aura envoyé 6 personnes sur le concours IAD, 2 personnes sur le concours cadre, un aide-soignant qui est en train d'être formé pour être infirmier, et puis un ASH qui a fini par être aide-soignant. Donc tout ça, ça permet aussi de valoriser des beaux parcours, tout ça sur une petite équipe de 100 personnes, et ça permet vraiment de montrer que ça vaut le coup de s'investir de manière durable dans les services de réanimation. Et puis, pour terminer, il y a une place qui est essentielle, c'est celle des congrès. On se retrouve aujourd'hui, moi c'est l'occasion de vous connaître un peu plus, de rencontrer des gens avec qui on ne travaille pas au quotidien, mais sur lesquels on échange sur les difficultés. Et la place des congrès, c'est vraiment une pierre angulaire qui va nous permettre de continuer à nous investir, d'ici de présenter un petit topo. Demain, ça sera peut-être vous, je l'espère. Et donc, la place des congrès, elle est essentielle. Je vais donc laisser la suite à Séverine. Donc en conclusion, je dirais que quand on sait qu'un infirmier reste en moyenne 3 ans en réa et que le turnover est de 24%, et qu'en plus on observe une augmentation des démissions depuis la pandémie, il y a vraiment une nécessité urgente de stabilisation des équipes, parce que la réa, ça reste un travail d'équipe, et la stabilité, elle est vraiment indispensable pour une prise en charge optimale des patients en toute sécurité. Tous ces maintiens de compétences s'articulent pour nous autour de ces congrès, comme la SRLF, le CREF ou les AER. Et ça permet des échanges, une reconnaissance de la spécialité, de notre spécificité. Et puis, ça permet principalement de rencontrer du monde, comme Benjamin l'a dit, de s'ouvrir, de découvrir. Et tout ça, pour nous, ça permet d'entretenir la flamme de la compétence. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle présentation très claire j'ai déjà un métier, mais ça m'a donné envie sur l'attractivité. Et j'ai entendu beaucoup de réactions pendant la présentation dans la salle, donc on vous passe la parole. Bonjour, je suis Adeline, je suis infirmière à Belfort. Donc, vous avez parlé de l'alternance jour-nuit et je sais qu'actuellement, c'est un gros problème pour beaucoup de personnes dans notre équipe qui se retrouvent épuisées avec l'alternance jour-nuit. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que la direction avait des choses à voir, pouvait faire pour nous aider par rapport à ça? Voilà. Oui, vous pouvez applaudir, oui. Alors, je ne connais pas votre organisation, donc je ne pourrais pas trop en juger. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est toujours un sujet qui est sensible, puisque quand je suis arrivé, moi, il y a 5 ans, sur la mire de Besançon, c'était le critère numéro 1 de départ du service. Donc, je venais d'arriver, ce n'était pas l'objectif que tout le monde parte, bien au contraire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec l'équipe sur une charte d'organisation des nuits, sur comment on pouvait, forcément il y a une continuité des soins assurés, il faut 8 infirmiers, etc. Mais comment on peut composer entre ça, qui est l'impératif, dont on est garant, nous cadres, et puis comment l'équipe souhaite travailler de manière collective dessus. Parce que tout le monde a conscience qu'il faut bien qu'il y ait tant d'infirmiers qui soient là, mais comment on peut faire pour s'inscrire. La déclinaison qu'on a chez nous, à prendre peut-être comme idée, mais après, il n'y a pas de recette miracle,
On a créé des grands tableaux, comme je disais, qui sont une projection à 4 à 6 mois, sur lesquels il y a les cycles de nuit, et il y a les agents, les personnes, les infirmiers, les aides-soignants, s'inscrivent sur ce tableau-là pour, j'ai envie de dire, combler les nuits qui sont disponibles. Ils le font, et plus on avance avec le temps, plus les gens le font de bon cœur et de manière programmée, c'est-à-dire qu'ils ils se préparent à être de nuit. Parce que le grand truc, moi, qui m'a choqué en tant que cadre sur les entretiens, j'ai 97 personnes, je pense que j'ai beaucoup de retours sur l'alternance jour-nuit, c'est que physiologiquement, il n'y a pas une personne dans la salle qui est pareille. Il y a des gens qui peuvent enquiller facilement des nuits, des jours, des nuits, j'en ai encore parlé hier, qui peuvent faire nuit, repos, lendemain de matin, ça ne les dérange pas physiologiquement. Moi, j'en serais incapable. Donc, le tout, c'est de savoir un peu quelles règles on se fixe en équipe pour pouvoir, après, la décliner et puis se forcer à s'organiser, à se positionner de nuit. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne avec mon équipe. Et je sais très bien que j'ai des gens qui vont s'inscrire. En moyenne, il faut que chacun fasse 6 semaines sur une période de 4 mois. Je sais que j'ai des gens qui vont s'inscrire 6 semaines et qui, eux, ont besoin de faire d'une seule traite toute leur nuit. Voilà. Et ben, je vais essayer de composer le planning avec. Mais par contre, derrière, il faut qu'eux-mêmes, ils ne posent pas de congé. Enfin, voilà, il y a des choses qui vont derrière, quoi. À mon avis, le secret, il est quand même de réinterroger l'équipe sur une organisation tous les 4-5 ans. Voilà, pour vérifier et puis pour avoir une dynamique commune. Parce qu'effectivement, il y a eu des départs, j'ai eu 12 nouveaux qui sont arrivés l'année dernière. Forcément, les plus jeunes qui arrivent, ils ont une plus grande flexibilité sur les rythmes. Donc, ils demandent un peu plus de flexibilité sur leurs inscriptions. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. La réponse, c'est vous qui l'avez, c'est l'équipe qui l'a. Parce que à chaque fois, moi je leur dis, moi je fais le planning, mais c'est pas moi qui vais me lever pour aller bosser de nuit. Donc, je pense que c'est vous qui avez une partie de la réponse, quoi. En tout cas, je vous invite à la porter. Comment on peut assurer la sécurité de nos soins quand justement l'individu physiologiquement il n'est pas capable d'assurer ses nuits? En termes de sécurité et de soins. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait une incapacité à travailler de nuit? Alors, hormis quitter les réanimations, quelle pourrait être notre solution? Peut-être que monsieur le directeur pourrait nous apporter une petite ébauche. Je pense que ça va être compliqué pour lui. C'est du recours du directeur des soins, plutôt. Oui, c'est assez compliqué. Disons que si on ne peut plus travailler de nuit, c'est finalement... effectivement, ça va être le service qui va poser souci, quoi. C'est comme si je ne peux pas travailler le week-end. Du coup, les services où on travaille le week-end, ça va être un frein, quoi. Il y a l'exemption, effectivement. Il y a des gens qui sont exemptés de nuit. Donc, effectivement, ça peut être ça. Les gens Après, qui sont c'est exemptés plus compliqué de nuit que de week-end. On est d'accord là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant de passer au topo suivant? Est-ce que ça résonnait un peu en vous, l'histoire des DU, des formations faites par vos propres collègues, etc. C'est des choses que vous avez, vous, dans vos réanimations, en dehors de la Bourgogne-Franche-Comté? Je pense, Benjamin, on pourra échanger autour du repas, et puis je pense toute la journée, puis pendant 2 jours. On va avancer un petit peu. Merci beaucoup, en tout cas, de votre présentation. Merci très claire. Merci beaucoup, un grand bravo.